Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler du Rassemblement national. Comme vous le savez, le Rassemblement national est un parti politique qui a l'avenir devant lui, hein, qui, face à la déconfiture de la gauche et à l'impopularité de Macron, ce parti politique a gagné en force au cours des dernières années. Pour autant, ce parti politique ne diffère pas en grand, pas en grand, pas, pas bien en fait au final du macronisme comme nous allons le voir. Hein, c'est un parti libéral, européiste, c'est un parti opportuniste bourgeois. Classiquement, on associe le Front National à un parti d'extrême droite, fasciste ou quasiment fasciste, nationaliste, identitaire, protectionniste, souverainiste, eurosceptique, etc., 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 national-conservateur, etc. On lui donne tous ces objectifs-là, mais c'est une approche très très superficielle, avec essentiellement, essentiellement du populisme en fait, en réalité. Et la réalité, c'est que toutes ces promesses sur le protectionnisme, sur la sortie de l'Union européenne, ne sont pas vraiment tenues par ce parti. Ah, voilà. Ce parti-là s'est donné un côté social, mais au final, s'est donné une image sociale. Et quand on gratte le vernis, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo qui s'intitule le RN, un parti libéral sécuritaire, où j'ai parlé du RN comme un parti libéral sécuritaire, eh bien ce RN-là, c'est pas tant un parti nationaliste et conservateur qu'un parti libéral sécuritaire. J'avais dit cela. Mais aujourd'hui, la question que j'ai envie de traiter, c'est le fait que le RN est un parti qui est, que je vais qualifier toujours de libéral, mais non plus de libéral sécuritaire, mais de libéral mondialiste. Ouais. J'avais fait une vidéo précédente où j'avais parlé du RN comme un parti libéral sécuritaire. Dans cette continuité, on va parler du RN comme un parti libéral mondialiste. Alors, beaucoup de gauchistes qui, par ailleurs, ont fait le barrage contre le RN en appelant à voter Macron, quoi qu'on en pense, voilà, des uns et des autres, c'est pas vraiment le sujet, mais le problème, c'est que ces gens-là ont analysé le RN comme un parti nationaliste et ont associé les idées souverainistes aux idées nationalistes et donc le souverainisme à l'extrême droite. Alors qu'il y a des souverainistes de gauche par ailleurs. Hein, voilà, moi je suis contre l'Union européenne, je n'ai absolument rien à voir avec le Rassemblement national. Hein. Je suis souverainiste, je suis frexiteur. Il y a parfois des gauchistes qui m'assimilent, probablement parce que ce sont des macronistes mentaux, à ce parti-là, qui est le RN, parce que quand on parle d'État-nation, il y a nation, donc nationalisme, donc extrême droite. Les sophismes par association, ça pleut. C'est fatigant de bêtises. Hein. Si je devais soutenir un parti de droite, ou de droite entre guillemets, puisque c'est un parti qui se positionne au-delà des clivages gauche-droite, ce serait peut-être plus l'UPR de François Asselineau. Le RN, pas ma tasse de thé. De toute façon, il y a une frange des classes populaires qui votent pour ce parti-là. Donc, si je ne soutiens pas le RN, ce qui est certain, c'est que je ne vais pas m'empêcher de discuter avec des gens qui sont au Rassemblement national ou qui ont des sympathies Rassemblement national parce que il y a une partie des classes populaires qui y est. Donc si on veut les ramener à gauche, il faut bien leur parler, en évitant de les insulter comme un imbécile, mais voilà. Hein. Pas en étant dans l'invective, mais en étant dans le dialogue, la rationalité, de voir qui est-ce qu'on peut ramener à gauche. Hein, bon, après, ça a ses limites, mais voilà.
Moi, mes sympathies, elles tournent plus à gauche autour de République souveraine ou du pôle de renaissance communiste en France, le PRCF. Hein, elles ne tournent pas trop autour du PCF et de LFI. Pour moi, ce sont des hypocrites, hein, qui collaborent avec le système euro-atlantiste, qui sont des macronistes. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucune différence entre Macron, Le Pen et Mélenchon. Et Fabien Roussel, ça a beau être un type qui a l'air un peu sympa. Tiens, on va faire un grand barbecue avec tous les copains. Eh bien, pour moi, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux d'avoir de l'atlantisme européen en rouge. Quand tu as un parti qui était celui de Maurice Thorez, de Jacques Duclos et de Waldeck Rochet. Il faut quand même s'en rendre compte. Bon, j'ai pas parlé de la gauche, du gauchisme, et d'une gauche assez superficielle comme celle d'aujourd'hui, ou m'attarder sur voilà, les RN, la gauche, la droite. Mais je vais parler spécifiquement du RN comme un parti libéral mondialiste. Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai dit, le Frexit, les amis, le Frexit. Et nous allons nous attaquer à un article qui parle factuellement de leur abandon du Frexit en 2019. Alors c'est un article que vous pouvez retrouver sur le blog de France Inter, sur Radio France, oui, sur Radio France, hein, c'est un article qu'on peut retrouver sur Radio France. Donc cet article s'intitule Élections européennes, Marine Le Pen renonce officiellement au Frexit dans son projet. Donc c'est un article de Maxence Lambrec qui a été publié le 15 avril 2019 à 9h12 plus précisément. Donc c'est un vieil article. Mais il faut rappeler parfois les choses. Hein, voilà. Donc il faut toujours partir, comme je le dis, hein, je vais encore le rappeler, il faut toujours développer une bonne analyse politique, rappeler quels sont les faits, même si certains faits datent d'il y a plusieurs années. Voilà, je ne prétends pas être dans l'actualité H24, l'actualité politique, puisque là ça date d'il y a 6 ans. Mais la question, voilà, ça date de 2019, on est en 2025. La question que je pose, c'est est-ce qu'un parti qui renonce au Frexit peut se dire souverainiste, patriote, nationaliste, sachant qu'il faut bien distinguer chacune de ces notions-là. Un souverainiste est attaché à l'indépendance nationale, un patriote aime son pays, un nationaliste, il y a un aspect exclusif quant à l'amour de la nation. Voilà. C'est des définitions très basiques. Bon. Mais il faut toujours les rappeler. Il y a de la vertu dans la répétition. Le fait de répéter on apprend bien qu'en répétant. Donc, élection européenne, Marine Le Pen renonce officiellement au Frexit dans son projet par Maxime Lambrec, 15 avril 2019. On y va. Lecture. Européenne, Marine Le Pen renonce officiellement au Frexit dans son projet. Le Rassemblement national publie ce lundi son manifeste pour les élections européennes, accompagné d'un long manifeste. Je recommence. Le Rassemblement national publie ce lundi son projet pour les élections européennes, accompagné d'un long manifeste. Pour la première fois, noir sur blanc, Marine Le Pen n'évoque plus la sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Elle veut rassurer son électorat, apparaître plus crédible et plus écolo. Une révolution qui n'en a pas l'air. Le Rassemblement national, ex-Front national, acte avec ce projet européen l'abandon du Frexit. Lors des dernières européennes en 2014, cela restait la pierre angulaire du projet, la sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro. Il en était également question dans le programme présidentiel de 2017. On a appris de nos erreurs, glisse un cadre du parti. Il nous manquait un vrai projet européen solide, le voici. À l'intérieur, il est donc question de réforme en profondeur des institutions européennes. Le RN voudrait transformer la Commission de Bruxelles en un simple secrétariat sans pouvoir législatif. Et en réformant les traités, le RN transformerait l'UE en une alliance européenne des nations, une instance de coordination où chaque pays
ferait ce qu'il veut sur les questions sociales, fiscales, agricoles, sécuritaires et internationales. Que font-ils de l'euro? Page 15, le chapitre s'intitule Zone euro. La monnaie doit être un outil au service de notre économie. Chapitre signé Nicolas Bay, député européen du RN, ancien opposant à Florian Philippot. Il plaidait en interne pour une réforme de la zone euro et non pour son abandon. Désormais, il se permet d'écrire ce qu'il pense. Il faut modifier le fonctionnement de la zone euro afin d'aligner la création monétaire sur les besoins de l'économie réelle plutôt que sur la finance. L'ERN propose désormais d'intégrer la lutte contre le chômage dans le mandat de la Banque centrale européenne, comme c'est le cas de la Fed aux États-Unis. Autrement dit, changer la gouvernance et non la structure. Et le parti de Marine Le Pen aimerait aussi augmenter la proportion de la dette nationale que peuvent détenir les banques centrales des États membres. Et le parti de Marine Le Pen aimerait aussi augmenter la proportion de la dette nationale que peuvent détenir les banques centrales des États membres. Marine Le Pen s'est rendu compte que si les traités continuaient de... Marine Le Pen s'est rendu compte que si les retraités continuaient de lui tourner le dos, c'était en partie à cause de son discours anxiogène sur la monnaie. Marine Le Pen s'est rendu compte que si les retraités continuaient de lui tourner le dos, c'était en partie à cause de son discours anxiogène sur la monnaie. Il n'est donc même plus question, dans ce projet, de renouer à terme avec la souveraineté monétaire. Le RN acte son changement de cap. Les autres nouveautés, le localisme et la RNE. Marine Le Pen ne veut surtout pas rater le virage écolo. Marine Le Pen ne veut surtout pas rater le virage écolo. On retrouve donc cette préoccupation plusieurs fois dans le projet. Son conseiller et numéro 3 sur la liste, Hervé Juvin, vante depuis plusieurs mois le concept de localisme. Le RN veut ainsi favoriser la relocalisation des activités humaines et privilégier les circuits courts, produire, consommer et retraiter dans un périmètre géographique le plus raisonnable possible. Le RN propose ainsi de détaxer les circuits courts, sans préciser de quoi il s'agit, et de surtaxer au contraire les importations mondialisées anti-écologiques, sans rentrer dans le détail. S'agit-il des voitures, des climatiseurs, de téléphones portables? Ce programme ne fait que définir des grandes lignes, des propositions assez générales. L'autre nouveauté, c'est la RNE. Marine Le Pen propose de créer la responsabilité nationale de l'entreprise, qui fait écho à la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Son respect deviendrait un critère d'embauche, son respect deviendrait un critère dans l'attribution des marchés publics. Son respect deviendrait... L'autre nouveauté, c'est la RNE. Marine Le Pen propose de créer la responsabilité nationale de l'entreprise, qui fait écho à la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Son respect deviendrait un critère dans l'attribution des marchés publics. Les entreprises devraient encourager l'embauche d'une main-d'œuvre nationale, avoir au maximum recours à des fournisseurs locaux et des produits locaux, et éviter les délocalisations. Qu'espère-t-il changer à Bruxelles? Voici le résumé des propositions formulées par le Rassemblement national pour réformer l'Union européenne. Supprimer la Commission européenne, confier le pouvoir législatif uniquement au Conseil européen, gouvernement des États membres, abroger la directive sur le travail détaché, refuser tout SMIC européen et tout alignement social ou fiscal, baisser la contribution française au budget de l'UE, baisse d'impôts en France et baisse de taxes sur les TPE-PME, transformer la PAC en une politique agricole française, PAF, favoriser le localisme en détaxant les circuits courts et en surtaxant les importations anti-écologiques, réformer la gouvernance de la BCE en intégrant dans son mandat la lutte contre le chômage, restituer la primauté du droit national sur celui des instances supranationales, CJUE, CEDH, permettre aux nations de choisir librement les projets de coopération, installer au Parlement européen des délégués des parlements nationaux, refuser l'adhésion de la Turquie à l'UE.
Et Marine Le Pen profite aussi de ce projet européen pour glisser plusieurs propositions franco-françaises qui dépassent largement le cadre de l'UE. Refondre le système d'asile, arrêter l'immigration légale, expulser des clandestins, refondre le système d'asile, arrêter l'immigration légale, expulser des clandestins, fermer les mosquées radicales, expulser les islamistes étrangers, rétablir des contrôles aux frontières nationales, instaurer en France le référendum d'initiative citoyenne pour orienter les décisions européennes, créer la responsabilité nationale de l'entreprise, évoqué plus haut. Un projet pour 2022. Le tout assez classique au final. Mais ce projet s'accompagne aussi d'un manifeste de 76 pages dans lequel le RN développe sa vision de l'Europe, une alliance pour le XXIe siècle. Marine Le Pen y met en avant une Europe qui préfère les Européens et une Europe des coopérations. Ce texte a été très largement écrit par Hervé Juvin, économiste, essayiste, classé à droite, propulsé numéro 3 sur la liste du RN. L'équipe de Marine Le Pen est persuadée que ces élections européennes vont finalement devenir un référendum anti-Macron. Et d'ailleurs, à partir du 1er mai, ils vont nationaliser l'enjeu. Laisser de côté Bruxelles pour mobiliser davantage son électorat. Ce projet ne sera donc pas au cœur de la campagne et Marine Le Pen en a bien conscience. Mais il lui permettra peut-être à court terme de gagner en crédibilité. En 2022, nous pourrons nous appuyer sur ces documents d'aujourd'hui, explique son équipe. En 2022, nous pourrons nous appuyer sur ces documents d'aujourd'hui. En 2022, nous pourrons nous appuyer sur ces documents d'aujourd'hui, explique son équipe. Donc voilà. Vous avez vu à quel point ce parti politique trahit son électorat. Ils ont réussi à capter une partie de l'électorat populaire en leur parlant du Frexit, en leur parlant de la souveraineté nationale. Voilà, il faut quand même s'en rendre compte. Alors, je ne vais pas cracher sur tout. Il y a des choses qui sont théories positives. Faire du local, pourquoi pas, hein, les circuits courts, c'est très bien. Favoriser la production locale. Ouais, refuser le SMIC européen, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Supprimer la Commission européenne aussi. De même que je suis favorable à la primauté du droit national sur celui des instances supranationales, CJUE, CEDH, ça je suis d'accord. Hein, on n'a pas à déléguer notre souveraineté sur le plan juridique à l'Union européenne qui, qui ne respecte pas la souveraineté des États-nations. Hein, c'est ce monstre fasciste qu'est l'Union européenne. Ne respecte pas la souveraineté des États-nations. Hein. Pour moi, je vais vous dire très clairement, l'européisme est un fascisme. Le pan-européisme, d'ailleurs, est idéologiquement une idéologie d'extrême droite. Et historiquement, une idéologie d'extrême droite, le pan-européisme. Hein, c'est une idéologie de vichiste, le pan-européisme. C'est une idéologie de... Voilà, ceux qui vous parlent d'européisme sont favorables, sont dans un esprit de collaboration. Voilà, donc voilà. Hein, voilà. Qu'ils soient macronistes, mélenchonistes, lepénistes, voilà. Bon, je serais d'accord avec le fait de restituer la primauté du droit national sur celui des instances supranationales, qui sont une honte, oui, ça c'est tout à fait normal. D'abroger des directives sur le travail détaché, oui, enfin d'avoir une PAF, une politique agricole française à la place d'une PAC, oui, de retourner à des frontières nationales, mais en fait, enfin de fermer les mosquées radicales, expulser les islamistes étrangers, oui, rétablir voilà, instaurer le RIC en France pour orienter les décisions européennement. En fait, ce que je vois, je suis pour le RIC, oui, je suis pour le RIC. Alors, la responsabilité nationale de l'entreprise, on va en parler. Hein, pour moi, responsabilité sociale, machin truc, nationale des entreprises, ouais, c'est une arnaque. Je vous expliquerai pour toi. Enfin, on peut dire que étant donné que je suis pour le socialisme, évidemment que pour moi c'est une arnaque de prétendre que les entreprises capitalistes sont responsables. On développera un peu plus tard, peut-être.
Mais pour moi, ce que je dénote, c'est une incohérence. Bon, par exemple, si vous parlez de fermer les mosquées radicales, d'expulser les islamistes étrangers. Pourquoi étrangers, hein, les islamistes, vous pouvez en avoir des made in France, faut aussi les interdire. Voilà, faut lutter contre les islamistes, qu'ils soient étrangers ou français, comme disent certains droitards, de souche, comme disent certains droitards. Voilà, un islamiste, c'est un islamiste, qu'il soit étranger ou non. Donc oui, expulser les islamistes étrangers, peut-être aussi les juger et les enfermer en France. Pourquoi pas? Peut-être pas trop les nourrir. Ouais, enfin, bon, bref. Mais oui, lutter contre les islamistes, oui. Ouais. Peut-être pas que les islamistes étrangers. Oui. Euh, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la question de, de l'indépendance nationale au sens stricto sensus. L'intérêt national, oui, d'éviter qu'on devienne une théocratie. Voilà. Donc, instaurer le RIC, oui, je suis pour le RIC. Pour orienter les décisions européennes, là, il y a un problème. C'est comme les délégués nationaux au Parlement européen, enfin, ou à un Conseil de l'Europe, ou ce genre de choses. C'est comme les gouvernements européens ou un parlement européen avec des délégués nationaux ou un conseil des États membres où il y aura les ministres voilà, ou un conseil des ministres des États membres. Bon. En fait, vous avez des intérêts qui sont tellement divergents que ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Défendre l'intérêt national, l'intérêt de la France, c'est pas le même que celui des pays d'Europe de l'Est. Il est tout à fait logique de refuser un SMIC européen parce que nous n'avons pas les mêmes économies en Europe de l'Est et en France, et pas les mêmes systèmes de protection sociaux. Donc vous risquez de faire baisser les salaires en France. Mais ne pas comprendre que justement vouloir négocier avec des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts, ben là, enfin, non, il faut franchement le Frexit. Parce qu'il n'y a aucun intérêt commun avec d'autres pays sur la seule base de où ils sont européens. Non, on n'a pas les mêmes économies. Et c'est ni bon ni pour notre pays, ni pour le leur. Il n'y a pas spécifiquement à coopérer particulièrement avec des pays parce qu'ils sont européens. Ça n'a aucun sens. Pareil, ce RIC, il n'aura aucun poids face, je ne sais pas, aux décisions des autres États membres, des RIC, du RIC, si d'autres pays ont un RIC, des autres États membres. Qui est-ce qui pèse euh, dans l'ensemble? Comment peser dans l'ensemble si vous n'avez pas un plan de sortie? Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de quoi peser dans la balance, je ne parle pas que la puissance française. On nous dit oui, il y a la puissance française, on a notre nucléaire, on a notre agriculture, oui, c'est vrai. Mais on est en train de perdre beaucoup au profit de l'Allemagne. Hein, enfin voilà, l'Europe en soi, moi j'appelle ça le quatrième Reich, l'Europe. Hein, il y a un côté très Allemagne dominatrice dans cette Union européenne. C'est une Allemagne qui veut piller la France. C'est une Allemagne qui est, voilà, enfin, pour moi, c'est un projet de nazi, l'Union européenne. Voilà, j'exagère à peine, mais c'est un projet libéral, donc c'est un projet qui a en commun avec le nazisme le darwinisme social. Hein. Le néolibéralisme et le fascisme, c'est quasiment la même chose sur un aspect précis, c'est que les néolibéraux ont un ethos fasciste. Ils ont une haine de la démocratie, ils ont une haine du socialisme, ils ont une vision darwiniste sociale, ils ont un mépris pour la souveraineté des États-nations, hein, puisque le nazisme est un impérialisme, l'européisme aussi. Enfin, c'est un impérialisme un peu inversé, puisque c'est un impérialisme de personnes qui se couchent devant enfin, l'européisme, c'est un impérialisme de l'impuissance face aux États-Unis. C'est ça qui est très particulier. C'est un impérialisme de l'impuissance organisée des États-nations. Et plus que celui d'une État-nation sur d'autres. C'est une institution qui est basée sur l'impuissance généralisée des États-nations autour de cette institution.
voilà, c'est un peu différent évidemment d'un projet d'extrême droite classique, mais il y a un ethos fasciste dans l'européisme. Donc, quoi d'autre? Oui, vous, vous, comment dire? Vous nous parlez de contrôle des frontières nationales, ce qui est tout à fait. Ils nous parlent de contrôle des frontières nationales, ces gens-là, chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Mais comment vous faites quand vous voulez rester en même temps, c'est cette politique du en même temps, dans ce qui s'appelle une union douanière? Parce que l'Union européenne, c'est une union douanière, donc c'est l'abaissement, c'est une union douanière consiste en une union qui favorise le libre-échange, donc qui favorise le fait de supprimer les barrières douanières entre les États-nations d'une même zone de libre-échange pour faciliter la circulation des capitaux, pour faciliter, voilà, selon les théories libérales, voilà, qu'il faudrait laisser le capital circuler pour la prospérité, machin truc. C'est, on peut pas se dire à la fois protectionniste et défendre un modèle de libre-échange, hein. L'Union européenne, c'est une zone de libre-échange. Donc soit on la quitte et on fait du protectionnisme, soit on y reste et on ne peut pas faire protectionnisme puisque ces traités-là nous l'interdisent, nous l'empêchent. Ce sont traités qui, par définition, s'opposent au protectionnisme. S'opposent, c'est une union douanière, l'Union européenne. C'est une union monétaire et douanière. C'est une union douanière, donc on n'a pas le contrôle de nos frontières nationales sur le plan, sur le plan, sur le plan commercial, sur le plan migratoire non plus, il me semble. Hein, bref, voilà, on n'a pas. C'est une union douanière, c'est une zone de, voilà, il y a de libre circulation. Hein, voilà, c'est dans un des éléments importants dans l'Union européenne, hein, qui fait partie de l'Union européenne, qui est qui est assez lié à l'Union européenne, c'est l'espace Schengen, un espace de libre circulation des biens et des personnes. C'est quasiment consubstantiel à l'Union européenne, l'espace Schengen. Vraiment, c'est des tocards. Ah oui, tout ce qui est oh, on va réformer l'Union européenne. Vous avez abandonné une chose majeure. Un État souverain passe par sa propre monnaie. Enfin, la souveraineté d'un État, un État souverain frappe sa propre monnaie. Un État souverain non seulement dispose de ses frontières, donc n'est pas dans l'Union européenne, mais un État souverain frappe sa propre monnaie, donc n'est pas dans la zone euro. Ou alors, à défaut de sortie de la zone euro, proposerait une coexistence du franc et de l'euro, éventuellement, pourquoi pas. Mais ça me paraîtrait assez superflu d'avoir l'euro si on a le franc, à moins de ce soit une période de transition entre les deux. Euh, Moi, ce qui me paraîtrait intéressant, c'est d'avoir deux francs, un franc national et un franc international, et de nationaliser toutes les banques pour contrôler le change entre l'intérieur et l'extérieur du pays, en ce qui me concerne. Et moi, ça m'arrangerait parce qu'on pourrait avoir un bon argument, enfin, pour avoir un programme, ça s'articulerait très bien avec un programme de nationalisation des banques que un système de double monnaie. Donc voilà. Mais là, vous avez l'impuissance des États pour faire valoir leur souveraineté. Vouloir réformer une institution supranationale qui crache caucheusement sur la souveraineté des États membres,
en ne se donnant pas les moyens de la puissance, en refusant de se donner les moyens de la puissance face à eux, eh bien vous n'aurez jamais la possibilité de supprimer la Commission européenne, de réformer l'Union européenne, de donner davantage de pouvoir législatif au Conseil européen. C'est pas vous qui faites l'Europe. L'Europe vous crache à la gueule. Vous pensez que vous allez la réformer à vous tout seul? La nation, la France, toute seule? Avec des pays qui d'ailleurs sont des intérêts divergents. Vous coltinez tous les pays de l'Est, hein, qui sont euro-collabos, hein, dont certains sont euro-collabos comme pas permis, pas tous. Certains pays de l'Ouest aussi. Mais vous avez des pays qui ont une tendance, des pays comme l'Ukraine, qui ont tendance à l'euro-collaborationnisme. Vous avez des pays comme la Pologne qui sont pas fiables, pour les uns comme pour les autres. Vous avez des pays qui, voilà, vont... la Pologne, après, ça fait partie du groupe de Visegrad, avec la Hongrie. Ça fait partie ces pays qui, sur la question migratoire, s'entendent pour des politiques anti-migration contre l'avis même de l'Union européenne. Le groupe de Visegrad, voilà, avec la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. La Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, ce sont des pays conservateurs, plutôt nationalistes de l'Union européenne, qui sont regroupés entre eux pour défendre une politique que certains jugeraient comme souverainiste, ou quoi que ça, voilà, un peu en carton, mais voilà, de refuser certaines règles de l'Union européenne sur l'immigration, sur les LGBT, et l'avortement, et je sais pas quoi, paraît-il, enfin les questions sociétales, j'ai pas le détail, il y a souvent beaucoup d'agitation sur les questions de société, mais voilà, c'est une partie, voilà, de truc, mais bon, pas sûr qu'on ait les mêmes intérêts avec les Hongrois ou avec les Polonais. Surtout qu'au niveau social, étant donné l'anticommunisme polonais, sur le plan social, il risque de faire des trucs un peu libéral, économiques, faire des trucs très très à droite sur le plan économique et social, la Pologne, ou sur le plan de la laïcité, c'est pas vraiment le même modèle que le modèle à la française, hein, si on veut parler de droit, hein, parce que l'Union européenne s'ingère dans le droit des nations, dans dans les affaires politiques intérieures des nations, euh, a prétention à avoir un droit supranational et ce qu'on devrait suivre leurs directives européennes. Bon, on n'a pas du tout les mêmes conceptions et les mêmes valeurs avec d'autres pays européens. Par exemple, nous, on défend la laïcité en France. Enfin, on a pour la valeur la laïcité en France. L'Union européenne fait la promotion du hijab. Et la Pologne est un pays de catho-tradis. Pas sûr qu'on ait les mêmes intérêts sur la question de la défense de la laïcité. Peut-être que voilà que ces pays-là, du groupe de Visegrad, s'entendent sur la question migratoire, mais tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts sur le plan des valeurs, ni sur l'économie, ni sur les valeurs. Hein, je rappelle que par exemple l'Espagne est une monarchie. Comment vous pouvez faire tenir plein de nations entre elles qui ont juste pas les mêmes valeurs, pas les mêmes systèmes économiques, sociaux, pas les mêmes mentalités sur le plan culturel, pas la même langue. Il n'y a pas de citoyenneté européenne, ça n'existe pas. Quand est-ce un localisme sans les moyens de l'État, où on délègue un peu le truc au territoire, machin truc, petite mentalité de Girondin, d'un qui veut faire du populisme et qui n'en a pas les moyens, c'est vraiment le truc, ouais, l'État peut rien faire, donc on va dire qu'on va faire un truc local, ouais, est-ce qu'ils vont taxer les importations ouais, anti-écologique, ouais. Le critère, c'est l'écologie, bien sûr. Comme s'il n'y avait pas des critères sociaux. Parler d'écologie quand il y a des questions d'emploi, des questions de... Ouais, si, voilà, importation anti-écologique. Le problème des importations, c'est qu'elles sont anti-économiques, parce qu'on
on pourrait, il y a des choses qu'on importe qu'on devrait pouvoir produire sur place. On peut pas tout produire sur place. Il y a des choses qu'on doit importer pour des raisons de climat, de ressources, d'accès aux matières premières. Mais dans l'idéal, quand on peut produire quelque chose sur place, autant ne pas l'importer. En fait, les circuits courts, c'est bien beau, mais ça ne résout pas tout si on n'a pas les frontières nationales en sortant de l'Union européenne, qui est une zone de libre-échange. Oui, il faut taxer, mais il faut avoir des frontières pour taxer les produits étrangers. Euh, Détaxer les circuits courts, là, c'est le fait de détaxer, de faire une mesure libérale sur les circuits courts, que certains diraient libérale, entre guillemets. Hein, voilà, oui, enfin, détaxer les petits, je veux bien. Par rapport aux gros, oui. L'idée de détaxer les petites entreprises par rapport aux plus grosses entreprises, je veux bien, ouais. Enfin, voilà, mais il faut se donner les moyens déjà de taxer les grosses entreprises. Donc, euh, des frontières nationales, on en revient toujours là. Réformer la gouvernance de la BCE. Vous vous moquez de qui? On négocie pas avec des terroristes. Que ce soit les islamistes ou que ce soit les européistes. Donc en fait, ils vous tiennent par les burnes. Ils tiennent la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ils disposent de la monnaie, de l'euro. Vous êtes soumis, vous êtes sous le. C'est une épée de Damoclès pour vous, la monnaie. Pour la souveraineté, pour ceux qui se disent attachés à la souveraineté, ou qui le sont attachés à la souveraineté des nations, à l'indépendance nationale, et bien la BCE, justement, c'est ce qui menace l'indépendance nationale. Donc vouloir la réformer, ça n'a pas de sens. Vous avez quelqu'un qui vous menace et qui dit, au lieu de vous défendre et d'éliminer la menace, soit en assommant la personne qui vous menace, soit quand vous êtes en état de légitime défense, en répondant à l'agression par le fait d'éliminer. Bon, voilà, si on est dans une situation militaire ou de légitime défense, si on veut comparer une situation réelle, dans la réalité, il faut flinguer directement l'Union européenne et la BCE. Hein, il faut, voilà, la BCE, l'Union européenne, il faut au minimum en partir, au mieux dissoudre ce genre d'organisation terroriste. C'est ce genre d'organisation antidémocratique, fasciste, qui va contre, allant contre l'intérêt des nations. Donc voilà, on n'a pas à négocier avec des gens qui justement vous menacent en permanence, vous permet de s'ingérer dans les politiques budgétaires de votre pays, met en place des règles de libre concurrence entre les entreprises, y compris les entreprises publiques. Non, non, enfin, la BCE, ce sont des mafieux. Ce sont des mafieux, la BCE. Et là, vous allez négocier. Quand vous dites réformer la gouvernance de la BCE, et que vous n'avez même pas les moyens d'avoir le pouvoir face à la BCE, en sortant justement de son giron, et ben vous n'allez juste rien faire du tout. Vous allez mentir à votre électorat quand vous faites ça. Ils mentent à leur électorat. Réformer la gouvernance de la BCE en intégrant dans son mandat la lutte contre le chômage. C'est des néolibéraux. Ils vont lutter contre le chômage. Ils vont libéraliser à fond l'économie, ils vont créer un chômage de masse et faire en sorte que les travailleurs se battent entre eux. Voilà ce qu'est la mission de la BCE, c'est pas de faire du social. La BCE, c'est pas Mère Teresa. La BCE, c'est des gens comme Soros, comme Bill Gates, comme Bolloré. Ce sont des gens qui ne sont pas des humanistes. Hein. Ce sont des gens qui ont pour objectif de faire encore plus de profit avec la sueur et le sang des travailleurs. C'est des gens, s'ils pouvaient rétablir l'esclavage, ils le feraient. Si ça leur apportait du pognon. Quoi d'autre? Ouais, alors, ce fameux personnage qu'est Nicolas Bay. Il plaidait en interne pour une réforme de la zone euro et non pour son abandon. Négocier. En latin, négocier, ça vient de nego, qui veut dire nier.
négo, un négocier, il faut bien entendre ce que ça vient. L'étymologie de négocier. Normalement, quand vous négociez face à un adversaire politique, vous négociez, mais lui aussi négocie. C'est-à-dire que vous renoncez à quelque chose, hein, négocier, vous niez quelque chose. Voilà, c'est la même racine que négatif, que renier, que nier, renier, enfin rejeter. Voilà. Quand vous négociez quelque chose avec un partenaire, c'est que vous concédez quelque chose à cette personne, mais en échange, en général, dans une négociation, vous attendez à ce que la personne en face, elle offre une contrepartie. Donc qu'elle vous cède quelque chose en retour. Ou qu'elle vous voilà. Mais même après une bataille où vous êtes défait, quand vous négociez, eh bien vous attendez à ce que je sais pas, que la personne qui vous a vaincu épargne vos hommes, ou vous épargne vous, ou vous et vos hommes, ou voilà, ou vous épargne pas mais épargne vos hommes. Enfin voilà, bref, vous négociez pour dans le but d'obtenir, je sais pas, une paix, donc d'obtenir quelque chose, à défaut, voilà, pour ne pas tout perdre en fait. Voilà. Là, négocier, c'est juste signe de capituler. Là, en fait, des moments où vous avez des gens qui disent qu'il faut négocier, qu'il faut réformer, non pas pour réellement réformer et négocier, non pas pour faire des compromis, mais de la contre-promission. Mais en fait, qui disent on va négocier, mais qui veulent tellement négocier sans avoir de moyens de pression dans la négociation, qu'ils ne font que renoncer, strictement parlant, se soumettre à la partie adverse. Ben, quand vous dites que vous réformerez la BCE dans une union douanière, en abandonnant la souveraineté monétaire, en refusant de sortir d'une union douanière, en abandonnant la souveraineté monétaire, en disant que vous allez collaborer avec les États-nations, machin truc, que de toute façon vous allez promouvoir, qu'on va supprimer la Commission européenne pour s'entendre entre États-nations qui ont des intérêts de toute façon divergents, en fait, vous êtes déjà dans la défaite. Vous êtes déjà dans la défaite. C'est aucune de ces États-nations n'ont d'intérêts qui sont convergents entre eux. Ils n'ont que des intérêts, ils ont des intérêts qui divergent. C'est l'impuissance organisée des États, l'Union européenne. Ils n'ont pas les mêmes systèmes sociaux, ils n'ont pas les mêmes intérêts politiques, géopolitiques. Et ils seront de toute façon soumis à la BCE, à la Commission européenne. Ils ne pourront rien changer. Déjà, s'ils n'ont pas leur monnaie, ils n'ont pas un des instruments de la souveraineté. S'ils n'ont pas leur monnaie, leur propre droit, leur propre monnaie, leurs propres frontières, leur propre armée, enfin, on a encore notre propre armée, il faut, voilà, encore heureux, leur propre loi, leur propre diplomatie, etc. Mais ils vont vous rironner, ces gens-là. Vous prétendez réformer une institution qui se fiche du droit national, qui n'y est pas soumise, alors que vous y êtes soumis. Ça n'a aucun sens. Ah oui, la RNE, ça c'est... Ah oui, c'est le fameux dialogue social entre entreprises. Bon. Alors, non seulement il n'y a pas de responsabilité sociale d'une entreprise, parce que le capital fera toujours tout pour exploiter les travailleurs, hein, et voilà, il cherchera toujours à augmenter son taux de profit au détriment des salariés, le capital. Il cherchera toujours à chercher à augmenter sa marge de profit. Il le fera nécessairement au détriment des travailleurs. C'est l'exploitation, c'est le vol de la plus-value par le patronat. Donc ça, c'est rien de nouveau sur le soleil, la RSE. Ensuite, vous avez, quand vous parlez de la RNE, en faisant un parallèle avec la RSE, ben, c'est exactement pareil. Ben, le capital, au bout d'un moment, vous avez des entreprises qui sont nationales, mais à force de grossir, la bourgeoisie, vous avez une bourgeoisie qui est nationale, bon, qui a ses entreprises en France, ou la majorité de ses entreprises en France et ses intérêts en France, qui pourra être patriote, vouloir faire du protectionnisme
et réguler un peu l'économie parce que ses intérêts ne seront pas les mêmes qu'une autre partie de la bourgeoisie qui est une bourgeoisie mondialiste. Une bourgeoisie comprador ou impérialiste, soit qui vend son propre pays, soit qui cherche à s'étendre dans d'autres pays. Et cette bourgeoisie-là aura des usines à l'extérieur du pays où tiendra où gérera pour des intérêts étrangers les entreprises étrangères et ne sera pas pour la défense des intérêts des travailleurs ou de la nation. Pas plus pour la défense pas plus pour la défense de la nation que pour la défense de l'intérêt des travailleurs en fait. Donc, y a pas elles sont irresponsables au niveau national. En fait, si vous ne sortez pas de cette union douanière, qu'est l'Union européenne, que vous ne reprenez pas votre propre monnaie, votre contrôle sur le budget national, sur les flux de capitaux, vous n'aurez pas de responsabilité nationale de l'entreprise. La grande bourgeoisie est cosmopolite, à un certain niveau. À un certain niveau, ça a tendance à s'accélérer aujourd'hui avec le néolibéralisme. Eh bien, elle est cosmopolite. Elle n'a pas ses intérêts au niveau national. Par ailleurs, la France est une société post-industrielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour industrialiser le pays, notamment sortir de l'Union européenne. Et elle va installer plutôt des firmes aux États-Unis ou ailleurs, ou ailleurs, ou en Inde, dans des pays, voilà, dans des pays où elle pourra exploiter les travailleurs. La bourgeoisie est antinationale. Elle est antinationale parce que son intérêt ne se situe pas au niveau national. Alors, le rapport à la nation, le rapport de classe à la nation, il faut le rappeler. Certains gauchistes ont tendance à me dire oui, mais le prolétariat n'a pas de patrie, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, alors c'est en partie vrai, en partie faux. Je suis d'accord avec le principe, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Je suis 100% d'accord avec ça. En revanche, quand on me dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, c'est une très mauvaise interprétation du marxisme. Pour Marx, le fait que les prolétaires n'ont pas de patrie, c'est un constat. C'est le constat que les prolétaires n'ont pas de patrie, non pas parce qu'ils ne doivent pas en avoir, hein. C'est pas une mauvaise chose que le prolétariat ait une patrie, mais parce qu'ils n'en ont pas factuellement parlant. Factuellement parlant, quand la bourgeoisie contrôle la politique nationale, quand la bourgeoisie est la classe dominante dirigeant la nation, eh bien le prolétariat n'a, d'un point de vue politique, factuellement, pas de patrie, pas parce qu'il est apatride, ce prolétariat, mais parce que cette patrie lui a été volée par la bourgeoisie. Et donc il n'en a pas. On lui en a dépossédé. Il doit la retrouver. À l'inverse, euh, la différence entre le prolétariat, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est qu'il y a une différence entre le prolétariat et la bourgeoisie, c'est que le prolétariat, il est nécessairement patriote, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas le choix d'être autre chose que patriote, normalement. Il n'a pas le choix dans son intérêt que d'être patriote, puisque l'une des différences entre le prolétaire et le bourgeois, c'est que du point de vue des moyens, pour voyager, le prolétaire n'a pas vraiment, comme le bourgeois, le moyen de considérer que la France est un hôtel et qu'il peut passer tous les week-ends à l'étranger, donc un week-end à Marrakech, un week-end à Tokyo, un autre à Londres, un autre à New York, un autre à Canberra ou à Sydney. Ah, tout le monde n'est pas Raphaël Glucksmann, tout le monde n'est pas riche comme Crésus, tout le monde n'est pas un cosmopolite, tout le monde n'est pas Emmanuel Macron ou que sais-je encore,
tout le monde n'est pas un Richard qui a les moyens de voyager au gré de ses envies. Non, non, on a le prolo moyen, il a des contraintes financières, et ces contraintes financières, c'est qu'il n'a pas les moyens d'être cosmopolite, d'être un citoyen du monde, dans un monde sans frontières. Non, 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 ce rêve ce sans-frontiérisme là qui vous est vendu par la bourgeoisie, hein, qui adore diviser les travailleurs, qui adore pouvoir, euh, pouvoir aggraver les mécanismes de concurrence du système capitaliste. Ça correspond davantage aux moyens de la bourgeoisie. La bourgeoisie a les moyens de se déplacer. En revanche, il est vrai que la bourgeoisie aura tendance à utiliser le discours nationaliste pour opposer les prolétaires des différents pays entre eux. Eh bien, vous savez, vous connaissez la formule d'Anatole France, qui est une très belle formule. Hein, on croit mourir pour sa patrie et on ne meurt que pour des industriels. On croit mourir pour la patrie et on ne meurt que pour des industriels. C'est vrai. Mais ces mêmes-là, qui ont un jour vendu la patrie, un jour l'ont jeté aux ordures, ces mêmes-là de la bourgeoisie, eh bien, maintenant, veulent que nous mourions pour l'Europe ou pour l'Ukraine, pour certains, ou pour l'OTAN, ou pour l'Occident. La France, l'idée de nation, vous pouvez la remplacer par n'importe quoi en théorie, par n'importe quel prétexte. L'idée de nation, c'est un prétexte pour la bourgeoisie. C'est quand elle a récupéré cette idée-là, la nation, ça peut être un cadre ça peut être un formidable cadre d'émancipation populaire. Et la bourgeoisie a eu tendance, effectivement, à l'utiliser historiquement contre les intérêts du prolétariat. Mais le prolétariat, il n'a pas intérêt au cosmopolitisme, il n'a pas intérêt au discours sans frontiérisme sur oh là là, je peux un jour vivre à Tokyo, un autre à Toronto, un autre à Canberra ou à Sydney. Non, non, il n'a pas les mêmes moyens de vie que la bourgeoisie. Il n'a pas les mêmes moyens il n'a pas moyen de se déplacer de, de Paris à Lyon, de Lyon à Toulouse, de Marseille à Varsovie, en passant par Belgrade, Athènes, Vienne, Venise, Rome, Barcelone ou Lisbonne, hein, pour tous ceux qui aiment voyager, juste pour trouver un travail, se soumettre à un patron et pour un salaire qui parfois pour un salaire de misère. Parce que le discours antinational, ça n'amène qu'à l'aggravement du libre-échange, du néolibéralisme, voilà, de tout ça, de tout cela. Enfin, voilà. Ça n'amène qu'à ce genre d'aggravation du capitalisme. Donc voilà. Et donc c'est la même raison pour laquelle il n'y a pas de responsabilité nationale de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui sont plus puissantes que des États, vous avez des GAFAM. Voilà, vous avez quand même des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, qui se foutent de la souveraineté des nations comme leur première chemise. Vous allez faire quoi face à ces gens-là? Responsabilité nationale de l'entreprise. Microsoft, oui, oui, c'est Google, Apple, Facebook, enfin Meta, ils appellent ça aujourd'hui, Amazon et Microsoft, les GAFAM, les géants du web. Ces entreprises-là sont suffisamment puissantes pour défier la souveraineté des États. Vous allez les combattre
la menace qu'elles font peser sur la souveraineté des nations avec responsabilité nationale des entreprises. Vous moquez, et ces gens-là se moquent de la gueule du monde. S'ils ne sont pas capables de nationaliser des entreprises, eh bien ces entreprises ne seront pas responsables, il n'y aura pas de responsabilité nationale des entreprises quand elles sont plus puissantes que des États, ou qu'elles sont même au niveau national trop puissantes, qu'elles sont suffisamment puissantes pour acheter la presse ou les politiciens. Même au niveau national, même dans un cadre national, une entreprise peut atteindre aux intérêts de la nation, avec la capacité de corrompre des élus, de corrompre des fonctionnaires, de corrompre des médias, d'acheter l'opinion. Et en cela, de porter atteinte à la souveraineté nationale. Il n'y a pas de responsable. Et elles ne sont pas responsables, ces entreprises. À un certain niveau de puissance, elles se foutent de l'intérêt national. Elles se foutent aussi du social, évidemment. Ce que je dis pour les GAFAM, c'est valable pour plein d'autres entreprises. Donc, si vous n'êtes pas capable de taxer les transactions financières, ce qui nécessite eh bien, désobéir aux règles européennes, de retrouver le contrôle des frontières nationales, donc de sortir d'une union douanière comme l'Union européenne, de nationaliser, ce qui suppose d'avoir un État souverain et donc une monnaie souveraine et des frontières souveraines, eh bien, vous ne pourrez pas imposer à ces entreprises concrètement une responsabilité nationale des entreprises, pas plus qu'une responsabilité sociale des entreprises. Elles feront ce qu'elles voudront. C'est une arnaque. Voilà. Et je veux dire à tous les gauchistes qui m'écoutent, hein, tous les mecs de gauche très anti-RN, que s'ils veulent combattre le RN, c'est pas en les traitant de fachos qu'ils vont réussir à les combattre réellement. Ce parti, enfin à combattre. Je leur dis pas de combattre les mecs du RN. Je leur dis de combattre le RN en tant qu'organisation, pas les gens individuellement. C'est justement là où je vais les reprendre, nos amis gauchistes. C'est que s'ils veulent vaincre le RN en tant que parti politique, ils devront discuter avec les individus qui ont des sympathies ou qui sont membres du RN pour essayer de les éloigner de cette organisation, peut-être de les faire revenir à gauche ou à défaut leur ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement le RN, à savoir un parti qui les escroque de bout en bout et qui les roule dans la farine. Là, ils auront les moyens de lutter efficacement contre le RN davantage que « oulala, le RN, c'est des méchants fachos, machin truc ». Précisément, l'une des forces du RN, c'est que cette gauche bien pensante a poussé une bonne partie de ses anciens membres de gauche à rejoindre le RN par dépit. Étrangement, aussi étrange que cela paraisse, eh bien, vous avez traité d'islamophobes des gens qui étaient des républicains de gauche laïque, c'est une bonne partie de la gauche. Vous avez été obsédé par les questions LGBT dont les 3/4 des ouvriers en ont rien à foutre. Vous avez été obsédé par tout logiciel intersectionnel qui est imbitable pour la moitié, voire les 3/4 des prolétaires. Vous avez opposé les gens de blanc et noir, ce qui est indigne de gens de gauche qui sont censés être universalistes et pas voir les couleurs, pas voir les couleurs chez l'être humain, mais considérer qu'il y a une humanité. Là, vous avez des décoloniaux indigénistes, comme ils s'appellent, enfin des gens décoloniaux indigénistes, qui ont inventé une forme de racialisme, disant que les blancs seraient méchants ou je sais pas quoi. Vous avez les néo-féministes très, très misandres qui font chier un paquet de jeunes hommes qui sont pas du tout, qui sont de braves types, qui ont jamais fait de mal, qui ont toujours été respectueux envers les femmes, qui ont jamais été misogynes ou je ne sais quoi, ou violents, ou
ou respectueux envers les femmes, vous êtes en train de les dégoûter de la gauche, parce que vous avez une gauche qui confond le patriarcat avec les hommes, et qui est même pas foutu de voir le patriarcat où il est, par exemple, de voir qu'il existe que ce qui existe de patriarcat structurellement en France qui domine, eh bien, c'est le patriarcat islamique. Voilà. Et encore, bon, vous avez des gens qui sont des musulmans progressistes qui sont pas du tout dans une logique, pas trop dans une logique de genre là. Enfin, vous avez, voilà, ils sont pas dans la logique du voile ou là, mais qui sont pas foutus de voir par exemple que le voile est sexiste, mais qui vous parlent de patriarcat par exemple. Vous avez plein de gens. Eh bien, tout ça, cette gauche s'est elle-même affaiblie face au Rassemblement national. Elle a rendu une bonne partie de ses membres soit apolitiques, soit tellement dégoûtés de la gauche que certains en sont devenus de droite ou ont essayé de faire un truc bizarroïde de gauche au RN, enfin, peut-être. Voilà, il y a des gens, voilà, voilà, sont mis à rejoindre la partie adverse. Je pense à l'affaire Cotarac en fait aussi. Je pense, je pense à Kuzma qui s'est barré de LFI pour fonder son propre parti de gauche, mais plutôt gauche à l'ancienne. Je pense à Tatiana Ventos qui a tourné la carte. Je pense aux accusations envers Andrea Katnas qui étaient ce qu'elles étaient. Bah, je pense à tout un tas de choses. Je pense au fait qu'on se retrouve avec des gens comme Mathilde Panot, Bompard ou Manon Aubry comme leader de la France insoumise et qui ont franchement, sur le plan intellectuel, se laissent franchement à désirer par rapport à François Delapierre, par rapport à Delapierre. Je crois que c'est François Delapierre, ouais. Par rapport à Kuzmanovic, Charlotte Girard, Adrien Quatennens, on pensera ce qu'on veut, François Coq, Mélenchon lui-même a beaucoup d'éloquence, mais a vrillé la carte. Une fois que Mélenchon sera cané, puisque c'est un vieil homme, l'union de la gauche qu'ils ont tant voulu bâtir, ces gens-là, elle va disparaître. Elle va disparaître, c'est certain. Vous mettez Bompard, Aubry ou Mathilde Panot à la place de Merluchon, puisque Merluchon va soit prendre sa retraite, soit mourir de vieillesse. Voilà, ou mourir de vieillesse, ou mourir d'un accident, je ne sais pas, hein, ce qui peut lui arriver. Peut-être qu'il aura trahi suffisamment de personnes pour se faire des ennemis. Je sais pas si... Bon, on ne sait pas ce qui pourrait arriver à Monsieur Mélenchon, mais c'est un vieil homme, et il se peut qu'un jour il ne soit plus là. LFI, ce n'est pas un parti politique au sens stricto sensu, c'est plutôt un mouvement, une coalition un peu bizarre qui a été verrouillé. Le PG a été verrouillé pour faire rentrer personne. La démocratie interne n'existe pas. C'est un mouvement plus ou moins informel autour de la personne de Mélenchon. Et du coup, la succession, ça sera qui? Tous ceux qui étaient compétents, tous ceux qui étaient soit peu compétents ou un minimum sérieux, ils sont plus là. La ligne idéologique est la ligne idéologique est ridicule. Il n'y a aucun sérieux dans la France insoumise d'un point de vue idéologique. Mais c'est de la haine. Vous m'étonnez que le Front National monte. Ce genre de gauchisme d'une bêtise absolue, ça contribue à la montée du RN. Ça contribue
Hein, quand vous avez M. Mélenchon qui vous parle de créolisation et qu'en face vous avez une extrême droite qui vous parle de grand remplacement, vous avez, pour faire très simple, une théorie du complot d'extrême droite, le grand remplacement, et la gauche, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle dit à l'extrême droite? Vous avez raison, on va grand remplacer les Français par le métissage généralisé. Ces gens-là qui parlent à gauche de créolisation sont en train de valider, de reprendre le discours de l'extrême droite sur le grand remplacement, mais en y mettant des mots entre guillemets plus positifs, en disant ouais, ça va être sympa, ça va être créole, ça va être festif. Vous avez un type d'extrême droite qui vous dit il y a un projet de grand remplacement pour remplacer les Français de souche par des étrangers, par un métissage forcé, je ne sais pas quoi, ce genre de délire complotiste d'extrême droite. Qu'est-ce que vous dit le mec de gauche en face? Oh, c'est super, mon gars! Plutôt que dire, mais tu dis de la merde, ça ne tient à rien ta théorie du complot bidon. Ce que c'est censé dire un mec de gauche, c'est apporter un discours sérieux en face et démonter l'argument du mec d'extrême droite en lui disant par la rationalité. Au lieu de ça, vous avez ah 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 ah, super, ouais. Comment dire? Il valide un discours d'extrême droite. Enfin, au lieu de dire la France est un projet de vivre. Enfin, moi, mon point de vue sur un mec qui me parle de grand remplacement dans un discours nationaliste ethnique, je vais pas lui. Mon discours, ça veut pas être oh tiens, on va faire du métissage forcé ou voilà, enfin ou je sais pas quoi. Ça va être de dire la France est historiquement n'est pas homogène d'un point de vue ethnique. Il y a toujours eu des brassages ethniques, il y a toujours eu des mouvements de population, il y a toujours eu des accueils de population, une assimilation des apports de culture étrangère à la culture française. Il y a toujours eu une certaine ouverture sur le monde. C'était pas non plus de voilà, multiculturalisme, machin truc, voilà. Et il y a un projet de vivre ensemble qui est de dépasser le prisme ethnique. Voilà. Il n'y a pas un projet de métissage forcé généralisé. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. C'est une nation, c'est une communauté de destin, c'est une communauté politique de citoyens. C'est la citoyenneté qui fonde la nation en France. On n'est pas allemand. On n'a pas une approche ethnique comme dans dans l'approche de la nation en France. En Allemagne, vous avez une tendance, dans le nationalisme allemand, à une approche ethnique de la nation. Ça n'existe pas vraiment dans le modèle français. Dans le modèle français, vous avez une conception républicaine de la nation qui considère que la nation, c'est une communauté politique composée des citoyens, et dans laquelle une personne n'étant pas ethniquement européenne, étant originaire d'autres origines ethniques, peut tout à fait s'intégrer à la vie de la nation et devenir française à part entière. Il n'y a aucun lien avec l'ethnicité. Bon. Et ce n'est pas une approche de métissage forcé, c'est voilà, c'est que la conception de la nation à gauche est différente. C'est pas voilà, c'est pas voilà. Et c'est justement, c'est de répondre que on n'est pas pour, on n'est ni pour une fermeture ethnique, ni sur un projet qui serait de faire du forcing sur un meilleur brassage ethnique. Non, enfin, ça n'a rien à voir, la conception de la nation à gauche. Enfin, dans une conception républicaine de la nation. Là, vous avez des gens qui valident un narratif d'extrême droite. Mais avec d'autres mots. Vous voyez, on a des idiots utiles.
Moi, mon approche des choses, c'est que Mélenchon est un macroniste de gauche et que Le Pen, c'est une macroniste de droite. Et que Le Pen et Bardella. Tous sont pour l'Europe néolibérale et l'impérialisme otanien. Aucun n'a un projet alternatif à ça. À partir de là, ce sont des macronistes. Point. Vous avez des droitards qui sont dans les théories du complot sur des conceptions ethniques qui vont hors dehors du tout politique. Vous avez des gauchistes qui sont dans cette approche-là sans s'en rendre compte, vont sur le même terrain que ces gens-là. Et au lieu de démonter les narratifs d'extrême droite, ils renforcent leur adversaire dans leurs convictions. Là, je dirais même qu'il y a pas mal de gens du RN qui ne seront pas dans le nationalisme ethnique. Mais vous avez des gens qui sont plus à droite que le RN. Vous avez aussi certainement des gens au RN qui sont dans le nationalisme ethnique. Vous avez certainement plusieurs tendances courantes dans ce parti. Mais se rendent-ils compte, ces gens-là qui veulent lutter contre l'extrême droite, qu'ils la renforcent? En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce que je viens de vous exposer, vous avez de quoi combattre le RN. Souvenons-nous qu'aujourd'hui, le RN, historiquement représenté par Jean-Marie Le Pen, puis par Marine Le Pen, a pour figure montante un certain Jordan Bardella. Et ce monsieur Bardella, au sourire Colgate, qui lit ses fiches, qui n'a pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, il a tout de Macron. Macron, c'est non seulement l'Europe néolibérale, l'impérialisme otanien, mais c'est l'incarnation même du néolibéralisme et de cette bourgeoisie. N'être qu'un laquais, être l'incarnation de la superficialité bourgeoise, être un président laquais des banquiers. Macron, Bardella, vous voyez la différence? Il n'y en a pas. Ce même Bardella vous parle de patriote européen. Quelle différence avec Macron? Aucune. Européiste, néolibéral. Voilà ce qu'il faut dire. Le problème, c'est que on a beau jeu de dénoncer le RN, on n'a pas d'alternative de gauche contre Macron et le RN. On n'a pas en tout cas pas dans ce qui est majoritaire. Il y a bien le PRCF et République souveraine qui sont des alternatives de gauche, mais ce sont des micro-partis bien minoritaires. Aujourd'hui, LFI, PCF, PS, ELV, vous croyez que c'est des alternatives à Macron et au RN? Ce sont des européistes, des néolibéraux, ils soutiennent l'Ukraine, l'impérialisme otanien. Certains la seule exception qu'ils font à l'impérialisme otanien, c'est de soutenir la Palestine. Mais ils ne veulent pas le sortir de l'OTAN. Ils ne proposent pas de claire sortie de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'euro. Donc sans indépendance nationale, chez vous, comment vous pouvez porter un espoir d'indépendance nationale chez les autres, si vous n'êtes même pas foutu de le faire dans votre propre pays, sans compter la récupération par les islamistes du conflit israélo-palestinien, qui est encore un autre problème et qui pourrit indéniablement le discours de gauche sur le sujet. Je considère qu'il y a une différence notoire entre anti-sioniste et antisémite, entre être pro-palestinien et pro-Hamas. Le Hamas, c'est des islamistes. Le FPLP, c'est des marxistes-léninistes. Moi, je dis ni le Hamas, ni Netanyahou. Hors de question de soutenir le Hamas contre Netanyahou, ou de soutenir Netanyahou
contre soutenir Netanyahou au nom de la démocratie américaine ou israélienne. Enfin, je refuse les deux. Je suis pas pour Netanyahou, je ne suis pas pour le Hamas. Je suis communiste. Je vais pas soutenir des islamistes. Les islamistes, c'est les mecs qui ont massacré les communistes en Iran. Vous croyez que je vais soutenir Moi, je suis pas trotskiste en plus. Hein, ce sont quand même l'islamo-gauchiste, ça existe. Et ça a été une idée notoire du trotskiste britannique Chris Amman dans Le Prophète et le Prolétariat. Les trotskistes ont une longue tradition, lapsus révélateur, de trahison du mouvement ouvrier, de ralliement à l'anarchisme, au fascisme, au libéralisme ou au néoconservatisme. C'est une idéologie qui dégénère rapidement vers la défense de la bourgeoisie. Enfin, c'est une idéologie, c'est un courant déviationniste vis-à-vis du marxisme qui dégénère vers la trahison de la classe ouvrière. Pas étonnant qu'il y ait beaucoup de trotskistes dans la France insoumise. Il y a quelque part, chez certains trotskistes, pas chez tous, je fais la différence entre les individus, les courants et tout ce que vous voulez, mais il y a quand même un côté ADN de la trahison. J'ai pas envie d'essentialiser les trotskistes en les assimilant tous. Voilà, il y a des individus, il y a des parcours, il y a des changements. Mais il y a une tendance à faire des trucs assez louches au nom de théories gauchistes délirantes. De faire n'importe quoi dans le trotskisme. Tendance à s'aborder le mouvement ouvrier qui est insupportable. Oui, il paraît même qu'il y a des trotskistes qui ont été au Rassemblement national. Je sais pas si c'est vrai, mais ce serait marrant, ce serait cocasse. Bon, sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, après avoir parlé de nos politocars, du RN, de LFI, de Macron et compagnie, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Raison, égalité, solidarité ou la mort, nous vaincrons. Bye bye. Prenez soin de vous, les amis.